Bonjour et joyeuse Pâques, eh bien, nous allons continuer ce cours sur les finances sous l'Ancien Régime, au XVIIIe siècle. Et je voudrais voir maintenant le budget et les questions de ces ressources à trouver, un impératif pour le Trésor royal. Et puis ensuite, nous verrons l'évolution des finances du roi au XVIIIe siècle. Et nous essaierons de mettre le doigt sur les causes de la détérioration de ces finances. Et pour terminer, nous aurons un point spécial sur les corvées au XVIIIe siècle et leur sort, leur évolution, leur sort sur la Révolution. Et après, il s'agit de se rendre compte, mais qu'est-ce que c'est que cet impôt de la corvée en nature, d'une part, et pouvait-on le supprimer, avantage, inconvénient, le remplacer par un impôt en argent. C'est en fait un aspect de la problématique de l'État fiscaliste, n'est-ce pas? L'État qui étend sa fiscalité sur tous les secteurs de la vie des sujets. Alors tout d'abord, regardons la question du budget et des ressources des finances royales. Je vous indique un ouvrage de Michel Morino, Budget de l'État et gestion des finances royales. Il s'agit d'un article qui est apparu dans la revue historique de 1980, page 289-336. C'est donc un long article. Une bonne cinquantaine de pages, et nous verrons en particulier les schémas qui sont fort intéressants pour voir l'évolution du budget royal au XVIIIe siècle. Alors le budget, état de prévision balançant des recettes et des dépenses. C'est là la définition que l'on donne au XVIIIe siècle. Le terme de budget apparaît en 1769. Pardon, 1764. Il vient de l'anglais budget. Budget, c'est le sac du trésorier. Ça s'écrit comme en français. Et pour nous, les Français, le lointain ancêtre de budget, c'est budget. Budget, pardon. C'est simplement un petit sac. Alors, l'Ancien Régime n'a pas vraiment de budget déclaré et précisé avant Necker, 1781. Necker, d'ailleurs, que l'on appelle Necre, et le Ménie de Brienne, 1788, qui publie l'Aperçu, c'est-à-dire le titre de cette présentation du budget du roi. Le budget n'existe pas parce que c'est quelque chose de mal défini. On ne publie pas les comptes, premièrement. On ne les publie pas parce que il y a la confusion des caisses entre les officiers qui gèrent les deniers de l'État et les fonds privés. On a vu comment les surintendants des finances avançaient leur trésor personnel, servaient au trésor public et retour. Et donc tout cela était assez confus. Il n'y avait pas de trésor central où affluaient toutes les ressources de l'État qui ensuite les dispersaient entre les grands services. Chaque service, en quelque sorte, récoltait directement les fonds dont il avait besoin pour son fonctionnement et directement donc des collecteurs d'impôts qui étaient très souvent des fermiers, surtout au début du XVIIIe siècle. La grande ferme générale. Alors les grands services, il y a la maison du roi, mais surtout il y a la guerre, les affaires étrangères, la marine. Ça, ce sont des fonds, des services qui vont exiger des fonds de plus en plus importants. Et puis, par contre-coup, le service de la dette. Le service de la dette qui se charge de régler les rentes, les capitaux
qu'il faut investir, les taux des emprunts à remplacer, les arrérages. Le service de la dette devient de plus en plus important au XVIIIe siècle. Ensuite, nous avons les recettes, c'est-à-dire les impôts, les baux des fermes, exactement, c'est-à-dire que les fermiers se chargent, vous le savez, de récupérer les impôts directs et indirects, mais ils ont passé un bail avec le roi, et donc c'est cette location, en quelque sorte, qu'ils versent très régulièrement aux services royaux. Les baux des fermes, ce sont finalement les impôts, le produit des impôts directs comme indirects. Impôts directs, taille, capitation, dixième, au début de notre période. Et puis, il y a les dons gratuits. Des dons gratuits qui viennent de la coutume, bien sûr, celui du clergé, mais il n'y a pas que ça. Les pays d'État, il y a des villes qui versent des dons gratuits aussi, sous forme d'abonnement. Alors, le budget fonctionne ainsi, grosso modo, octobre, novembre ou décembre, on établit à Fontainebleau, parce qu'en général, la cour est en voyage à Fontainebleau à ce moment-là. Le contrôle général établit les besoins. L'exercice passé, clôturé, donne les indications et on établit un état au vrai de cette année. Et cet état au vrai, donc de 1524, 1607, 1725, cet état au vrai remonte au XVe siècle. Donc c'est un des fondements, on pourrait dire, du fonctionnement du Trésor royal. En fonction de cet exercice passé que l'on connaît, on établit un brevet de la taille en fonction des besoins des départements. Ce chiffre établi par avance ne tient pas compte vraiment des possibilités. Ça sera une des constances de l'Ancien Régime. C'est un premier budget, en quelque sorte, qui va être réparti selon les départements. Il n'y a pas donc de caisse centrale, comme je vous le disais. Puis vient alors les chevauchés des intendants ou des trésoriers de France, officiers, commissaires ou officiers, et puis en fonction de ces chevauchés, un deuxième budget va être établi plus proche de la réalité, et à ce moment-là, c'est ce deuxième budget qui va faire foi, en quelque sorte, qui va faire loi. Alors, cette décision, n'est-ce pas, correspond à un budget à l'intérieur du trésor public, à un balancement entre recettes et dépenses. Vous avez ces deux schémas qui vous indiquent la répartition des dépenses et la répartition des recettes selon les années 1726, 51, 75 et 88, et vous pourrez voir comment évolue ce budget selon les différents départements royaux de l'État. Normalement, donc, les budgets internes sont en équilibre, c'est-à-dire que les dépenses qui sont prévues seront bien sûr couvertes par les revenus que l'on demande. Ça, c'est la théorie, bien sûr. En pratique, nous allons voir comment le budget de l'État va se déséquilibrer d'une façon provisoire, puis de plus en plus longue, et enfin de façon permanente, malgré les affaires ordinaires, c'est-à-dire les impôts habituels, et les affaires extraordinaires, c'est-à-dire les impôts qu'on pourrait dire
de guerre, les impôts que la nécessité oblige d'inventer et de lever. Parce qu'il faut trouver des ressources. Trouver des ressources, c'est donc l'ordinaire, qui ne change pas trop. La taille, par exemple, ne va pas beaucoup évoluer. En 1727, pour vous donner une idée, 45 millions de taille. En 1745, 43 millions 4. C'est toujours très semblable. Par contre, il y a l'extraordinaire. Et l'extraordinaire, ce sont tous les impôts nouveaux, toutes les manières de récupérer de l'argent telles qu'elles ont été plus ou moins conçues et appliquées au XVIIIe siècle. On en verra certaines, les plus importantes. C'est le fameux bureau des rêveries qui alimente cet extraordinaire des ressources. Disons tout de suite que les ventes d'office qui assuraient une grande partie de l'extraordinaire au XVIIe siècle, et sous Louis XIV en particulier, ces ventes d'office ne rapportent plus grand-chose et ne sont plus créées, donc, ces offices, au XVIIIe siècle, en nombre considérable. Il y a une crise des offices et donc une crise des officiers. Imposition nouvelle donc, emprunt surtout, mais avec le problème qu'il faut rembourser, emprunt en temps de guerre, où on a des besoins énormes pour armer, et que l'on espère n'être que provisoire, et donc ensuite retrouver une situation normale, éventuellement bénéficier de dommages de guerre si on est vainqueur, et donc pouvoir rembourser les emprunts de temps de guerre en temps de paix. Il peut y avoir des emprunts pour des choses tout à fait civiles, non militaires, par exemple le mariage de Madame Première en 1731. On a dû emprunter quand même 30 millions auprès des fermiers généraux. C'est ce qu'on appelle donc des affaires. Donc, on va tenter de réformer les impôts puisque on se rend bien compte que le système est mal conçu. Il est injuste, c'est vrai, la répartition de la taille qui regarde non pas les revenus et les possessions et le pouvoir financier, mais qui regarde plutôt les apparences de la prospérité commune des régions, des communautés d'habitants. Cette taille est mal évaluée, mal répartie, mal levée. Donc il faut la réformer. Le mieux serait d'obtenir des déclarations de revenus. Ça ne sera jamais possible. L'État n'a pas de reins suffisamment solides pour cela. Il y aura plusieurs projets, déclaration, cadastre, savoir ce que possèdent vraiment les Français, et donc pouvoir aligner les demandes fiscales sur ces possessions. Le cadastre sera toujours refusé. Il faudra attendre Napoléon et après lui plus d'un demi-siècle pour mettre au point le cadastre français. Oui, plus de 60 ans. Alors, la question des déclarations de revenus, on en a parlé en 1716, ça sera un vœu pieux. On n'a pas les commissaires, on n'a pas les agents suffisamment nombreux et compétents pour obtenir ces déclarations. D'autant plus que vous savez que sous Louis XIV, on a eu tendance à mettre à l'écart les officiers, les élus, les trésoriers de France, et mettre à l'écart, remplacés par des commissaires, mais on n'a pas le nombre de commissaires, délégués, subdélégués, agents de l'intendant qui pourraient subvenir et
remplacer totalement donc ces officiers. Donc c'est difficile d'évaluer vraiment les biens des Français, leurs possibilités. Alors, on va quand même tenter certaines réformes de la taille. Vous avez en 1718 la dîme royale à Niort. C'est sur une idée de Vauban. Il s'agirait de remplacer la taille et la capitation par une forme de nouvelle taille, c'est-à-dire un impôt sur les récoltes qui serait perçu d'ailleurs en nature et des taxes forfaitaires annuelles sur les revenus produits par l'élevage et l'industrie. Pour vous donner une idée, 30 sous par chèvre, 20 sous par bœuf. Alors, en fait, c'est une idée de Vauban, où on fait l'essai, Vauban, donc 1707, la taille, la dîme royale, l'idée et l'expression est de lui. Elle va fonctionner pendant 3 ans. Elle est mal reçue. Elle est mal reçue parce qu'elle est plus lourde que la taille. Et oui, on paye plus cher avec cette dîme royale, ce dixième royal. Et elle est portable et non pas quérable, c'est-à-dire qu'il faut se déplacer pour amener au bureau de l'intendance ou au bureau délégué par les intendants le produit de la taille, enfin de la taille, de cette taille royale, de cette dîme royale. Et elle est versée en nature. Donc vous imaginez, les gens arrivent avec leurs cochons, leurs vaches, leurs oies, leurs œufs. Et alors après, il faut écouler ça. Enfin, c'est toute une organisation qui finalement empêche le bon revenu, la réussite de cette dîme royale, dont on en attendait une plus grande égalité, une meilleure justice. On va avoir la taille tarifée en 1733 du compère général Horry. C'est dans les pays d'élection. On déclare des revenus devant des commissaires et puis donc les biens-fonds, les rentes, biens de commerce, d'industrie et même les salaires, n'est-ce pas? On prendra par exemple alors au journalier 1,25% de ses revenus, ce qui équivaut à 2 jours de travail. Pour le commerçant, 0,5% de son revenu. Commerçants, journaliers sont plutôt favorables. Les éleveurs, les paysans, eux, devront régler 10% de leurs revenus. Alors, c'est la taille tarifée, on fixe un tarif, donc c'est ce pourcentage. Il faut refaire ce travail chaque année. Il faut multiplier les rôles. Il faut payer des commissaires pour cela. Et ce sont les taillables qui devraient payer ces commissaires. Il faut trouver des commissaires, il faut les former. On n'a pas des percepteurs comme ça en surabondance. C'est une exécution très diverse selon les régions et ce sera plutôt l'échec. Malgré tout, cette taille tarifée sera reprise par Laverdy en 1768. Mais en fait, le vrai problème, ce sont les privilèges. Les privilégiés en matière fiscale. Et on va tenter de supprimer, d'amoindrir, de réduire ces privilèges. Les impôts sur toutes les catégories sociales, on y a pensé déjà sous Louis XIV. En 1710, il s'agit du 10e.
Dixième sur les revenus des biens fonds, des biens mobiliers, des charges des offices, des industriels. On y a pensé en temps de paix. C'est le 50e de Dodin, contrôleur général, en juin 1725. C'est un lit de justice d'ailleurs qui impose ce 50e sur tous les revenus payés en nature par les propriétaires ou en argent. On y a pensé en temps de paix toujours, en 1749. C'est le 20e. Le 20e remplace le 10e militaire. En fait, il y aura bien des difficultés avec ce 20e, comme nous allons le voir. Donc la caractéristique de ces impôts, c'est de supprimer, c'est d'en arriver à supprimer les privilèges. Et là-dessus, donc, ce 20e de Machaut d'Arnouville est imposé par l'île de justice. Alors, en quoi correspond-il? 5% sur le revenu net des propriétaires et des offices. Donc, c'est un impôt, on pourrait dire, qui va toucher les bourgeois. Non pas ceux qui travaillent, ceux qui touchent un salaire, ceux qui possèdent, ceux qui touchent des rentes. Dans le prologue, Louis XV déclare « Il n'y en a pas de plus juste et de plus égal, puisque cette imposition se répartit sur tous et chacun de nos sujets. » Les propriétaires, ça signifie que la noblesse et le clergé vont aussi contribuer, puisqu'ils sont propriétaires, à cette imposition. Le clergé monte au crédit. C'est un privilège. Ce privilège tient à sa nature toute particulière d'être exempté d'impôt. Il paye l'impôt par les services sociaux qu'il assure, écoles, hôpitaux, assistance en général, et puis aussi prière, et l'emploi des ouvriers, paysans, toute une partie de l'économie repose sur l'Église et sur ses propriétés et son activité. Alors le clergé mène une véritable bataille contre ce 20e. Et 2 années sont nécessaires de libelle, de grève en quelque sorte, pour que le clergé obtienne finalement son exemption le 23 décembre 51. Cette mesure est extrêmement grave. D'abord parce qu'elle fait échouer le 20e de Machaut d'Arnouville. Si le clergé ne paye pas, si l'impôt ne touche pas la première fortune propriétaire de France, alors comment pouvoir soutenir son intérêt et son importance?
Euh, par ailleurs, sur le plan moral, psychologique, les conséquences de cette exemption du clergé sont graves. Le refus des déclarations, le refus du cadastre, le refus par l'Église que l'on connaisse ses propriétés, va faire croire qu'elle est beaucoup plus riche qu'elle ne l'est réellement. Et oui. Et que c'est pour masquer cette richesse éhontée que l'Église refuse de payer le maintien. Deuxième, donc, un sentiment qu'on peut imaginer dans l'opinion publique très négatif vis-à-vis de l'Église. Le bourgeois qui, lui, se trouve être le principal concerné après l'Église, le bourgeois alors, qui lui va payer, trouve profondément injuste cette exemption du clergé. Et nous assistons là à une déconnexion entre le clergé et ses couches sociales bourgeoises, c'est-à-dire des bourgs, des villes. Et cette déconnexion est particulièrement grave, car on peut dire que les vocations sacerdotales, religieuses, hommes, femmes, sont appuyées sur le monde bourgeois, le monde des offices, la noblesse de robe, le commerce, les artisans, et ceux donc qui travaillent, ceux qui possèdent, et qui donnent alors, et qui peuvent donner ce pécule nécessaire pour constituer la dot des religieuses ou le bien fond qui est nécessaire pour qu'un prêtre puisse être accepté dans un séminaire, payer les études et en même temps avoir un revenu qui lui permettra de subsister sans avoir à travailler après son ordination. C'est une nécessité depuis le Concile de Trente. Ce qui fait que les pauvres, ceux qui n'ont absolument rien, ne peuvent pas, en principe, entrer dans le clergé. Alors, la bourgeoisie se déconnectant des clergés, c'est une des sources d'évocation qui va en s'amenuisant et qui aboutit ensuite, grâce à la propagande des Lumières, haineuse contre l'Église, à une véritable opposition et à ce siècle voltairien du XIXe siècle. Refus de déclaration, haine du clerc par les bourgeois, et enfin ce côté de mêler Dieu à l'argent, ou l'argent à Dieu, aux affaires de Dieu. Parce qu'on va essayer de développer des arguments spirituels, surnaturels, pour soutenir des revendications matérielles et financières. C'est très mauvais, effectivement, dans ce monde qui est en train de craquer, et d'autant plus dans une situation où on sait que le trésor royal a de plus en plus de difficultés, et que donc finalement l'Église refuse de participer à l'effort commun, et qu'il y a là un côté qui va contre le roi, contre l'État, contre la France. Et bien sûr, cela ne peut qu'être exploité par tous ceux qui veulent séparer finalement l'Église de l'État, ou plus exactement, qui veulent supprimer les privilèges de l'Église et mettre l'Église dans l'État, sous l'État. Alors cette réforme est un échec à cause du clergé. Elle sera quand même reprise par Pérenque de Maurras en 1756, quand je dis reprise continuée. Mais évidemment, donc, comme je vous disais, le XXe ne rapporte pas ce qu'il aurait dû rapporter à cause de cette opposition, n'est-ce pas, du clergé, de cette exemption du clergé. C'est la dernière grande tentative de réforme fiscale avant la toute dernière fin du XVIIIe siècle,
de l'Ancien Régime au XVIIIe siècle et les réformes de Turgot et de Nègre et de Brienne. Alors, passons rapidement sur les réformes de Silhouette, les mesures de salut public. Il doit gérer le trésor royal pendant la guerre de 7 ans, qui était désastreuse. Donc, il faut qu'il emprunte. Il va emprunter en 1759 72 millions. Il n'y a pas d'autre possibilité pour retrouver de l'argent vite et bien. Il faut lever les exemptions de taille des bourgeois et des officiers. Il faut augmenter le tarif des lettres. Demander des droits sur les cuirs. Inventer un troisième 20e en 1760, des taxes sur les produits de luxe, cela crée une opposition générale dont va profiter bien évidemment le Parlement, dont on sait qu'il est à ce moment-là à son zénith dans l'opinion publique. Après Silhouette vient Turgot. Turgot, essentiellement, va viser à faire des économies. Et il sera repris par Nègre, qui va mettre sur pied un bureau général d'administration des dépenses de la Maison du Roi, et qui va tenter de réduire les dépenses de cette Maison du Roi, mais ce sont des petites choses par rapport au trou qui est incarné par le service de la dette. Je vous renvoie, et nous allons voir ça d'ailleurs, sur les schémas qui sont présentés par M. Morino. Bon, essayer de mettre mieux en valeur les impôts. Une taxe additionnelle, donc, de Turgot, qui remplace la corvée, nous allons en reparler aussi. Le Parlement de Paris résiste. En mars 1776, il faudra un lit de justice, et finalement, cette taxe additionnelle sera supprimée très rapidement, au mois d'août 1776, par le successeur de Turgot, Cluny. Nègre va augmenter le brevet de la taille par lettre patente en 1780. C'est surtout, en fait, les emprunts que Nègre va pratiquer, 530 millions, c'est-à-dire quasiment la moitié des ressources du Trésor royal. Alors, les finances de l'État. Voyons maintenant l'évolution. Je vous renvoie donc à ces deux schémas, n'est-ce pas, qui sont rassemblés là sur une page. Et vous voyez bien évidemment sur ces schémas l'augmentation abyssale dans la colonne des dépenses du service de la dette. De soixantaine de millions en 1726, on est passé à 200 millions. Il faut trouver chaque année pour combler les emprunts et les intérêts des emprunts qu'il faut rembourser. Donc c'est sûr que par rapport à cela, vous voyez que la Maison du Roi, de 27 millions en 1726, est passée à une augmentation qui est en dessous de 40 millions, de 50 millions en 1788. Donc, ce qui est finalement peu de choses comme augmentation par rapport au service de la dette. Les revenus ont augmenté très sensiblement. On est passé de 180 à 471 millions de revenus habituels, n'est-ce pas? Mais cette augmentation n'est rien par rapport à celle des dépenses. Il aurait fallu rajouter un tiers de plus d'augmentation, au moins. Pourquoi
cette évolution catastrophique des finances de l'État? Eh bien, c'est les guerres. Les budgets sont brisés régulièrement par les guerres. La période est riche en guerres, même si le patrimoine français métropolitain n'est pas atteint. Les colonies, par contre, oui. Et le fait, n'est-ce pas, d'armer une marine, des divisions, régiments, l'artillerie, ce sont des coups exceptionnellement forts. Et à l'époque, il n'y a pas de planche à billets. Alors, de la guerre d'Espagne, petite guerre, 1719-1720, à la guerre d'indépendance des États-Unis, 1776-1783, on note 3 guerres: succession de Pologne, 1733 et 1735, succession d'Autriche, 1741-1748, guerre de 7 ans, 1756-1763. Après cette guerre de 7 ans, l'abbé Terray, qui va prendre en main le contrôle général, sera obligé de suspendre le remboursement des dettes. Car il n'y a plus un sou en caisse. Et il inclura dans l'ordinaire des ressources extraordinaires, c'est-à-dire des impôts qui ne doivent être que provisoires, les affaires, comme on les appelle, doivent se retrouver permanents. 20e, 10e des revenus, loterie royale, inventée par Cluny en 1776, ensuite, là aussi, ça va rentrer dans l'ordinaire. Le budget, quand on le regarde, est fiable, assez bien conçu, malgré le côté compliqué, n'est-ce pas, de ce budget sans caisse centrale, sans possibilité de connaître les ressources des Français. Il y avait assurément une bonne comptabilité. Mais les 3 dernières guerres, Autriche, 7 ans, indépendance des États-Unis, ont déséquilibré le budget. On n'a pas pu respecter les prévisions. Il va y avoir donc discordance entre l'exercice prévisionnel et l'exercice effectif. Et on va être obligé de faire des anticipations. Et des anticipations de 2 ou 3 ans. C'est-à-dire qu'on mange les revenus par avance, 1 an par avance. Les revenus de l'année à venir sont pris l'année précédente, 2 ans et jusqu'à 3 ans. Ce qui fait que, par exemple, lorsque Louis XVI arrivera au pouvoir et demandera un état du budget, on sera incapable de lui donner à cause de ces anticipations, qui fait que l'on a mangé par avance les revenus ordinaires à venir et que l'on ne sait plus, finalement, où on en est. Alors, l'évolution du budget pendant tout ce XVIIIe siècle, une guerre d'Espagne, 1719-1720, qui demande finalement peu de choses, 180 à 200 millions. Cela sera équilibré en quelques années, n'est-ce pas, par Fleury. Fleury est un bon comptable. Fleury fera tout pour éviter les guerres, car il voit bien que c'est là ce qui met le trésor royal dans le rouge, et même dans le cramoisi. Guerre de succession de Pologne. Il va falloir trouver 112, 113 millions. L'équilibre est établi, malgré tout, par l'extraordinaire des recettes. On aura, à la sortie de cette guerre de succession de Pologne, à peine 21 millions à éponger. Donc, succession de Pologne qui se termine en 1735. Par contre, c'est la guerre de succession d'Autriche qui va engendrer un déséquilibre grave. On a besoin de 257 millions de dépenses extraordinaires, par exemple, en 1741. Alors,
Là, c'est une, un point, une somme très importante à trouver. Ça représente un surcoût d'un tiers, voire peut-être de la moitié, non, j'exagère, d'un bon tiers, 40% des recettes habituelles. Alors il faut trouver, et puis là c'est chaque année. Alors chaque année de la guerre, il y a des moyens extraordinaires qui sont mis en place. Il va falloir mettre ces impôts directs, ces impôts indirects, des taxes sur les artisans, des droits sur les charbons, les bois, les baux, les moutons, les animaux, les bœufs, des aliénations. On demande aux juifs, on demande à l'église, des dons gratuits. L'or, l'argent des calices et des ciboires qui ne servent pas sont envoyés à la fonte, récupérés par les évêques qui les fondent et qui les transmettent au trésor royal. Les prêts, les rentes, les loteries. Il y a un arriéré qui est lourd. À la fin de la guerre de succession d'Autriche, 200 000. Alors, le 20e, fameux 20e de Machaut, permet de s'en tirer plus ou moins bien après 1751-52. Et finalement, et c'est pour ça que c'est intéressant de regarder de près l'évolution fiscale et financière, finalement, les Français ont fourni une bonne contribution, un effort remarquable. Et on se dit, tiens, n'était-il pas possible d'éviter ce désordre fiscal qui ensuite va entraîner le roi dans ses états généraux malencontreux, pour ne pas dire autre chose. Guerre de 7 ans. Là, il va falloir trouver 1,105 milliard. 1,105 milliard de recettes extraordinaires. Tiens, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et si j'éteins? C'est peut-être mieux, après tout. Oui. C'est plus naturel. Oui. On a de meilleures couleurs comme ça, n'est-ce pas? 1,105 milliard. Les impôts fourniront 25%. Les rentes, les emprunts, les loteries, les actions dans les fermes générales, les dons du clergé, qui sont corsés, 34 millions par an. Les gages, les prêts des fermiers, 143 millions. Les emprunts à 10% sur 12 ans, c'est quand même très lourd. Alors, on se rend compte que là, on n'y arrive plus. On anticipe. 200 millions d'anticipation. Qui revient pratiquement à 50% de la recette annuelle. Ces anticipations grèvent le budget et le rendent inextricable. On n'arrivera plus à remettre de l'ordre réel dans ces finances après la guerre de 7 ans. Et alors là-dessus, la catastrophe des catastrophes, la guerre d'indépendance des États-Unis et la nègre recul devant les parlements qui oppose une barrière totale à de nouveaux impôts. L'euro n'est pas assez fort, vous savez pourquoi. Donc, il emprunte. C'est une catastrophe si le conflit se prolonge. Cela ronge l'ordinaire. À sa démission le 19 mai 1781, le déficit est angoissant. Il a fallu obtenir, entre 1776 et 1783, entre 1 milliard et 1,3 milliard.
130 millions par an sont à rembourser après le traité de Versailles, ajoutés à la charge d'avant la guerre. Autant dire que c'est devenu impossible. Il y a eu donc 4 financements extraordinaires au XVIIIe siècle. Des budgets de plus en plus élevés à cause de la stratégie, des armements, des armées qui ont grossi. Il a fallu, grosso modo, multiplier par 2,6. On a fait appel aux disponibilités du public pour un surcroît de 50 à 70% du budget ordinaire. Donc les gens ont payé. Là où ils payaient 100, ils ont dû rajouter pour 150 ou jusqu'à 170 en tout. Alors cette fiscalité française, comment évolue-t-elle? Entre 1726 et 1780, on est passé par tête de 8 livres à 17 livres. Ce qui signifie 10 jours de travail à 14 jours par tête. Donc pour un chef de famille, il faut multiplier la femme et l'enfant. Ça peut monter à 40, 50 jours, ou plus, ou moins, selon le revenu que vous avez. Car ceci, n'est-ce pas, est évalué sur un petit revenu, un revenu de base, on pourrait dire, une sorte de SMIC, si vous voulez. Alors, cette évolution de la fiscalité française, qui fait donc une multiplication, ça c'est le budget qui a augmenté de 6, cette augmentation fait 2,1 d'augmentation, multiplication. Mais en Angleterre, on compare et on obtient une augmentation semblable, et même plus importante, 2,3. On est passé en Angleterre de 8 jours à 18 jours de fiscalité, de travail pour l'État par tête. Donc une fiscalité qui est comparable, légèrement inférieure à celle de la France pour un laps de temps très semblable. Alors c'est vrai, peut-être que les impôts sont moins sentis en Angleterre parce que on privilégie les impôts indirects, les taxes sur les consommations en particulier. Il y a l'inégalité en France de l'impôt, c'est vrai, ce sont surtout les paysans, mais les paysans représentent 85% des Français qui payent la taille. Mais non pas pour le 20e, qui va toucher plutôt ceux qui ont des bons revenus dus à leur propriété. La taille ne fait que 25% du total, ce qui est relativement peu finalement. Mais donc, finalement, cette fiscalité est globalement la même. Et ce qui est intéressant, c'est que la dette est aussi globalement la même. 230 millions de livres. Que va faire le ministre William Pitt Jr. en 1782, à la fin de la guerre d'indépendance des États-Unis, qu'il a perdue? Il va faire passer les revenus de 13 à 17 millions de livres anglaises. C'est pour mon 5. Ce que les Français ne font pas.
cette augmentation des impôts directs des Anglais, les Français ne peuvent pas le réaliser. Il aurait fallu, pour bien faire, que l'on arrivât à 630 millions de recettes de livres par an, c'est-à-dire que l'on en obtienne 150 millions en plus par an. Cela aurait tout sauvé en 1788. C'est-à-dire qu'il aurait fallu faire passer 22 jours de fiscalité aux Français. Par an. Augmentation certes importante, c'est le moins qu'on puisse dire. Rajouter presque en 5 ans, en 6 ans, rajouter une augmentation de cette importance, c'était certainement provoquer la paupérisation des Français, d'une bonne partie de Français. Mais les parlements, l'opinion publique, le roi recule, les Anglais continuent. Les Anglais, entre 1763 et 1783, ont eu 66% d'impôts en plus. Les Français ont hésité. Crainte devant l'impôt, qui remonte à Richelieu. Agitation parlementaire. On a préféré avoir recours aux impôts, aux emprunts. Solution douce, mais solution à terme catastrophique. Voilà le point, n'est-ce pas, sur cette évolution des finances royales et de la fiscalité au XVIIIe siècle. Alors, eh bien, on doit dire, n'est-ce pas, que ces impôts, n'est-ce pas, vos Français, ben oui, en 1789, cette fiscalité va demeurer, on va changer les noms, mais on ne va pas profondément changer la manière de tailler les Français. On va créer le supplétif, 25 septembre 1789. Un impôt sur les ci-devant privilégiés, le payer taille, accessoires et capitation pour la fin de 1789. C'est un impôt donc de rattrapage, si vous voulez. Mais sinon, la contribution foncière, un impôt de répartition, c'est notre taille. La contribution personnelle et mobilière reprend la capitation et le 20e. On appelle les aides des patentes. On maintient les droits de timbre, les droits d'enregistrement, droits de timbre, les droits d'enregistrement, de contrôle, de centième denier, et on va établir une cote mobilière, c'est-à-dire on va tenter, n'est-ce pas, d'obtenir une connaissance des Français qui permettra donc de leur faire payer un impôt cadastral, en quelque sorte. Cette cote mobilière était établie sur la cote d'habitation. Voilà le point que l'on peut faire sur les finances au XVIIIe siècle et reconnaître qu'il y a eu très certainement une mauvaise gestion. Il y avait des solutions politiques à prendre qui n'ont pas été prises. Très certainement le rappel des parlements par Louis XVI et la reprise de l'agitation contre le roi ont été décisifs. Contre le roi, contre la politique financière du roi, ont été décisifs. C'est là quelque chose de bien malheureux. Disons un mot de la corvée royale. Je vous indique cet ouvrage de Gabriel Hameau, qui est un ancien, qui est bien fichu, qui n'est pas de très bon esprit, c'est une thèse, 1903, la corvée royale au XVIIIe siècle.
Oui, l'origine de la corvée royale. On a cette définition donnée par Horry, le contrôleur général. Prestation en nature exigée d'une certaine catégorie d'individus pour l'entretien des routes. Cela remonte à Rome, on appelait ça les opere officiales, ou encore opere fabriles ou artificiales. Opere que subditiet rustici dominis suis prestare ex lege tenentur, les œuvres que les rustres, c'est-à-dire les paysans et les esclaves, les ouvriers, sont tenus de donner à leur seigneur. L'étymologie de corvée est inconnue. Au Moyen-Âge, ce sont les prestations données par les serfs et qui sont fondées en titres. Elles sont extrêmement diverses, mais globalement, au XVe siècle, on doit donner 12 jours de corvée par seigneur. C'est du travail manuel, travail gratis, n'est-ce pas? On vient avec son bœuf, son cheval, sa carriole s'il le faut, pelle et pioche, et puis on travaille pour curer les fossés, pour relever les murailles ou autre. 5 jours au XVe siècle, 12 jours au XVe siècle, en 1679, par exemple, l'intendant de Lyon, c'est 5 jours. 5 jours par an, c'est pas énorme, c'est une semaine. Et puis, spécialement, on doit la corvée bourgeoise pour l'entretien de la ville, ou la corvée au roi dans les fiefs qui relèvent de la couronne. Et cette corvée au roi est attribuée au chemin, l'entretien, la réparation, voire le tracé des chemins. Corvée aussi militaire en cas de guerre, alors là, c'est l'équivalent de la réquisition, rien d'extraordinaire. Pour les fortifications. C'est très défectueux. C'est vrai que parfois, eh bien, la corvée nécessite tout un travail, et ce travail n'est pas obtenu. L'organisation, il faut des cadres, il faut des ingénieurs, il faut des plans, il faut des projets. Attention, je vois qu'il y a un rayon de soleil, je vais tirer le rideau. Alors Colbert a éventuellement envisagé de faire payer les corvéables et non plus de les faire travailler. Ça va être tout l'enjeu du XVIIIe siècle. La corvée royale ressemble aux corvées féodales. La corvée royale, ça va être des prestations en nature, par exemple pour les voyages de la cour, pour la réparation des ports, 1670, pour les chemins de Lorraine, en 1671. Et on se rend compte qu'il y a le roi est le grand voyer de France, il y a une nécessité de tracer ces routes, de les entretenir, et en particulier en Lorraine, il y a eu des dégradations exceptionnelles, et on s'en rend compte en 1899. À ce moment-là, alors, on introduit la corvée, qui jusque-là était absente. C'est un nouvel impôt, un impôt en nature en 1702. Et cette corvée royale va s'étendre à toutes les régions. Alsace, 1717, Champagne, 1726, Soissonnais, le Hainaut, Châlons, la Bresse, 1733. Cela permet de faire de sérieuses économies sur les dépenses des ponts et chaussées, 3 millions en 1715, 5 millions en 1776. Peyronnet, ingénieur, en chef, n'est-ce pas, systématise cette corvée royale. Et Necker aussi, Necker dit que 20 millions d'économies sont obtenues par ces travaux en nature. Horry, en 1730, produit une extension universelle de la corvée par arrêt du Conseil du roi. La mémoire de Richier d'Aube va déclarer cette corvée globalement acceptée par les populations et supportable. Et donc, une suite de mémoires vont Horry en particulier, vont se succéder pour l'organisation de cette corvée royale. Comment fonctionne-t-elle? Eh bien, les syndicats de paroisse donnent la liste des corvéables aux intendants subdélégués. Le taillable doit avoir de 16 à 60 ans,
Les malades sont dispensés par certificats médicaux. Ils viennent avec leurs bêtes, sont exempts clergé, noblesse, les gardes-chasse du roi, les fermiers généraux. Exempts de corvée personnelle, mais pas toujours de corvée pour les immeubles. Donc il y a différentes qualités de corvée. Donc on amène ses vivres pour manger pendant 2, 3 jours, 5 jours, ses outils, et on travaille chez soi, dans un rayon de 3 à 4 lieues autour de chez soi. Au printemps et en hiver, quand il n'y a pas trop de travail encore dans les champs. Les défaillants sont punis d'amende de 3 à 50 livres. Il est impossible de se faire remplacer. C'est donc quelque chose de personnel, c'est quelque chose, c'est un travail en nature que doivent les sujets du roi au roi. Cette taille est établie, les tâches, cette corvée est établie par des ingénieurs, les tâches sont établies par des ingénieurs sous contrôle d'inspecteurs, et il pourra y avoir des cavaliers de la maréchaussée qui s'occuperont de la garde, si vous voulez, de ce travail. Les intendants commandent, délèguent au subdélégué, le subdélégué envoie ensuite aux paroisses la liste des tâches. Les inconvénients, il y en a. Absence de législation, très grande diversité de ces tailles. Les inspecteurs, eh bien, parfois se font soudoyer par certaines communautés d'habitants, donc c'est pas très égal. Parfois, le rayon est trop large, on va jusqu'à 6 lieues, ça fait 20 km, et on est obligé de construire des baraques pour loger les ouvriers la nuit. Et puis, eh bien, les Lumières sont contre. Condorcet, Turgot, Mirabeau, dans son traité de la population, on insiste sur le côté inégalitaire de la corvée. Les ingénieurs, au contraire, sont plutôt favorables. Si la législation est uniformisée, la corvée royale, finalement, est un impôt nature qui ne demande pas beaucoup de compétences. On ne donne que son temps, finalement, les gens le peuvent, et du coup, eh bien, ça passe bien. Alors, nous avons la mémoire sur la conduite du travail par la corvée, 1767. Une imposition d'autant plus juste que celui qui la supporte en retire le premier fruit. Et oui, on travaille pour soi, pour sa ville, pour ses chemins, pour ses fossés. Ce travail offert ne demande pas donc de débourser de l'argent, et puis c'est vrai que ça demande de l'organisation, mais donner de l'argent pour ensuite faire travailler des entrepreneurs risque de se faire flouer. Les entrepreneurs prennent l'argent, ne viennent pas travailler, les ouvriers ne sont pas suffisants pour eux, ou alors eh bien, le fisc, qui a toujours des besoins d'argent terribles, va prendre l'argent de la corvée, et pour combler d'autres trous, les chemins ne seront plus entretenus. On va avoir alors une bataille de mémoire entre Lumière d'un côté et ingénieurs de l'autre à partir de 1749. Duclos, par exemple, contre le traité de la population de Mirabeau, qui dit que la corvée est nuisible à l'accroissement de la population. On ne voit pas très bien pourquoi. Et c'est sur les ponts et chaussées, la voirie et les corvées, qui date de 1750. C'est quelque chose de récurrent, 1760, 1767, Dupont, l'administration des chemins, qui scientifiquement vous prouve que les corvées font perdre 6000% de la force de travail. Monsieur Vialet, ingénieur à Caen en 1768, écrit une lettre aux ingénieurs des ponts et chaussées. Réponse de Dupont, deuxième lettre sur l'administration des chemins, dans les éphémérides du citoyen en 1769. Réponse de M. N, M. Vialet, l'ingénieur à Caen, en 1770. 1771, Télis, idée d'un citoyen sur les chemins. Alexandre est contre en 1777, etc., etc. L'abbé Baudot, dernier, l'abbé Baudot, Mémoire sur les corvées, 1775. Alors il va falloir réformer. Il va falloir réformer cette corvée. On le sent. Oursault de Fontette à Rouen prévoit en 1757 le paiement d'une contribution pour les paroisses de moins
de 4 lieues de corvée. À moins de 4 lieues des corvées. 2/3 des paroisses acceptent. Donc, Orsault de Fontaine, comme ça se prononce, c'est à Rouen, en 1657. Turgot, à Limoges surtout, loue des services d'entrepreneur pour la corvée militaire en 1765 et 1769. Il est approuvé par le conseil du roi, 2 arrêts, n'est-ce pas, qui seront renouvelés ensuite quand il sera contrôleur général. Le motif, c'est que la taxe qui remplacerait la corvée serait répartie sur tous. La corvée attaque la liberté, la plus précieuse, certainement, de toutes les propriétés. Ça, c'est le deuxième motif. Égalitaire, liberté. Voilà les 2 raisons pour transformer la corvée en impôt. La corvée, remplacée par impôt, sera adjointe au brevet de la taille. Plusieurs mémoires du contrôleur général à Truden sont établis entre 1761 et 1763. Le dernier projet sera de Laverdy en 1765. Mais c'est Turgot qui va faire la grande réforme générale en 1775. En même temps que ces grandes réformes, il va supprimer la corvée de façon universelle. Suppression particulière envoyée aux intendants le 6 mai 1775. Voilà, je vous raconterai la fin de l'histoire demain, si vous le voulez bien.